Le 19 juin 1986, sur une petite route près de Grasse, Michel Coluchy, que tout le monde connaisse sous le nom de Coluche, trouve la mort au guidon de sa moto. La version officielle conclut très vite à un tragique accident. Mais voilà, depuis ce jour, une question, lancinante, refuse de s'éteindre. Et si, ce jour-là, ce n'était pas vraiment un accident? Jean-Luc, écoutez bien cette phrase. C'est elle le point de départ de tous les doutes. Elle est de Didier Lavergne, un des amis qui roulait avec Coluche. Une manœuvre insensée. Ça change tout. Le camion, selon lui, n'était pas déjà en train de manœuvrer. Non, il a viré d'un coup. Oui, une phrase choc, je te l'accorde, mais attendons une seconde. Lavergne attend 20 ans. 20 ans de silence avant de livrer ce témoignage explosif. On ne peut pas faire comme si ce détail n'existait pas. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pour moi, c'est ça la vraie première question. Reprenons la scène. On est donc sur la départementale 3, entre Châteauneuf-Grasse et Opio. Il fait beau, Coluche et deux copains, Didier Lavergne et Ludovic Paris, rentrent de Cannes. Ils ne roulent pas vite, ils se baladent. Lavergne insiste là-dessus, calmement. Et puis, ce semi-remorque, et en une fraction de seconde, le drame. Et tout de suite, évidemment, la machine médiatique s'emballe. L'histoire qui sort est presque trop parfaite. Coluche, le dingue de vitesse, le provocateur qui joue avec le danger, finit par se faire rattraper par son destin. Un accident bête. C'était simple, ça collait au personnage. Et pendant des années, personne, ou presque, n'a jugé bon de creuser. Si on regarde les tout premiers rapports, en 86, c'est écrit noir sur blanc. Vitesse jugée élevée, le camion déjà engagé dans sa manœuvre. C'est l'accident de moto classique, la fatalité pure. Et puis, 20 ans plus tard, le tableau change radicalement. La vitesse n'est plus élevée, on parle de 60 km/h à peine, une allure de promenade, et surtout le camion ne manœuvre plus, il vire au dernier moment. Marc, on est bien d'accord, ce ne sont pas deux versions du même événement, ce sont deux histoires totalement incompatibles. L'une, c'est un accident, l'autre, ça ressemble à toute autre chose. En fait, tout bascule avec l'enquête d'un journaliste, Jean Depucé. En 2006, il publie un livre, retrouve les témoins, les fait parler. C'est lui qui recueille le témoignage de Lavergne, il rouvre un dossier que tout le monde croyait bouclé, et il met en lumière que la version officielle était, pour le dire poliment, très lacunaire. Et c'est là que, pour moi, le bas blesse. Regardons cette frise. 20 ans, c'est un gouffre. La mémoire humaine n'est pas infaillible. Elle se déforme, elle reconstruit. Et puis regarde 1985, un an avant sa mort. 252 km/h sur un circuit. Ce n'est pas rien, c'est un record du monde. L'homme aimait la vitesse, c'est un fait. Alors l'entendre décrit comme un motard prudent ce jour-là, ça me semble un peu en contradiction avec le personnage. Mais la peur, Marc, tu n'y penses pas? La pression, ils étaient jeunes. Peut-être qu'ils ont été conseillés de se taire. Et si 20 ans après, le poids du silence devient trop lourd? Ce n'est pas forcément un calcul, ça peut être juste un besoin de vérité. Ou alors c'est l'inverse, c'est la fascination pour le mythe. C'est se donner un rôle plus important dans une histoire qui a marqué la France. Franchement Jean-Luc, soyons professionnels. Un témoignage qui change à ce point, si longtemps après les faits. Dans n'importe quelle autre affaire, un juge le regarderait avec la plus grande méfiance. C'est la base. D'accord. Alors, abordons la question sous un autre angle. Mettons de côté les témoignages un instant. Si on accepte l'hypothèse d'un acte délibéré, même comme simple exercice de pensée, la question qui vient tout de suite, c'est qui avait intérêt à la mort de Coluche? C'est l'adage bien connu. À qui profite le crime? C'est un principe de base en enquête criminelle. Pour comprendre le pourquoi, il faut identifier qui Coluche dérangeait. Et là, la liste des gens qu'il dérangeait est potentiellement très très longue. Parce qu'il n'était plus qu'un simple comique. En 1980, sa candidature à la présidentielle a fait trembler tout le système politique. Il a été mis au banc. Il donnait une voix à ceux qu'on n'entendait jamais. Avec les Restos du Cœur, il a montré les carences de l'État-providence. Il était surveillé de près par les renseignements généraux. Coluche était devenu une figure politique, un agitateur qu'on ne contrôlait plus. Et c'est justement là où le raisonnement devient dangereux. Avoir un mobile ne fait pas de vous un coupable. Cette phrase, là, résume parfaitement ma pensée. Ceux qui hurlent au mensonge n'ont pas le début d'un demi-quart de preuve. Oui, il avait des ennemis. Et alors? Entre dire qu'il était gênant et affirmer qu'on l'a assassiné, il y a un pas de géant. Un pas qu'on ne peut franchir sans preuve matérielle. Et des preuves, il n'y en a aucune. Zéro. En réalité, cette affaire Coluche est un cas d'école. Elle nous force à réfléchir sur notre propre rapport à la vérité, sur la facilité avec laquelle le doute peut s'installer. Tu as raison. Sortons un instant du cas précis et regardons le phénomène de plus près. Qu'est-ce qui nous fascine tant dans l'idée d'un complot? Parce que bien sûr, l'affaire Coluche n'est pas un cas isolé. Ça s'inscrit dans une longue tradition de doute autour d'événements majeurs ou de la mort de célébrités. Kennedy, le 11 septembre, les premiers pas sur la Lune. Il y a comme une méfiance structurelle envers les versions officielles.
Les sociologues appellent ça le conspirationnisme. Le mot-clé ici, c'est abusivement. Le récit conspirationniste propose une vérité alternative, bien plus excitante souvent, mais qui s'affranchit totalement des règles de la preuve. Le sentiment, l'intuition, le soupçon, tout ça remplace la démonstration factuelle. Et pour paraître crédible, ces théories utilisent souvent une technique bien connue, le millefeuille argumentatif. C'est très malin. On empile des couches d'arguments, de coïncidences, d'hypothèses, de questions sans réponse. Chaque argument pris isolément est très faible, voire faux, mais leur accumulation donne une impression de solidité. C'est exactement ce qui se passe avec Coluche, le témoin qui change d'avis, ses ennemis politiques, sa vitesse. On mélange tout et ça crée le trouble. Attention, il faut rester juste. Le scepticisme est nécessaire. Des vrais complots, il y en a eu. L'affaire du Watergate en est la preuve la plus éclatante. La différence fondamentale, elle tient en un mot, la preuve. Une vraie conspiration est démontée par des faits, des documents, des enregistrements, une enquête rigoureuse. Une théorie du complot, elle, se nourrit de l'absence de preuves. Elle inverse la charge. Ce n'est pas à moi de prouver que le complot existe, c'est à vous de prouver qu'il n'existe pas. Ce qui est, par définition, impossible. Et au fond, l'affaire Coluche nous ramène à cette question vertigineuse. Est-ce que les zones d'ombre, les incohérences d'une enquête, suffisent à conclure qu'on nous ment? Ou bien ne sont-elles que le reflet d'une réalité toujours plus complexe qu'on ne le voudrait? La frontière entre un doute sain et une croyance aveugle est parfois très mince. Et c'est sans doute pour ça que, près de 40 ans plus tard, ce qui s'est passé sur cette petite route près de Grasse